Bonjour à tous et à toutes, c'est Jennifer Padjemi, bienvenue dans l'épisode 16 de Miroir Miroir. Ça fait déjà quelques années qu'on parle de plus en plus de grossophobie, un terme qui a même fait son entrée dans le Petit Robert en 2019 et qui se définit par, je cite, une attitude de stigmatisation, de discrimination envers les personnes obèses ou en surpoids. Quand on en parle, c'est souvent pour exprimer le vécu des personnes directement concernées par le sujet. Et c'est tant mieux. C'est aussi pour cette raison que j'avais consacré le premier épisode de Miroir Miroir à la grossophobie, en invitant Gabrielle Dédier, autrice du livre On ne n'est pas grosse, que vous pouvez d'ailleurs écouter ou réécouter sur Binge Audio. Aujourd'hui, j'avais envie de m'intéresser aux personnes qui ont décidé de changer de corps pour ne plus être considérées comme gros, mais surtout au personnel médical qui accompagne ce processus. Avec la psychanalyste Catherine Grangeard, on va parler de chirurgie de l'obésité, de l'importance de la psychologie dans notre rapport à l'alimentation et au corps, mais aussi aux personnes grossophobiques. Bonjour Catherine. Bonjour. Vous êtes donc psychanalyste spécialisée dans l'accompagnement des personnes en surpoids et des violences faites aux femmes. Quel est le lien entre les deux ? Alors, il y a tout type de violences faites aux femmes et l'un des plus importants, c'est les diktats qui pèsent sur les corps de toutes les femmes, quel que soit notre corps. De toute manière, il y a quelque chose qui va concerner les apparences bien plus que pour les corps des hommes. Et ça, c'est très spécifique. C'est comme si on avait un corset dans la tête, bien qu'on ne l'ait plus sur le corps. Ceci, c'est complètement à notre insu, c'est complètement culturel et c'est transmis dès le plus jeune âge avec des effets tout à fait non mesuré et d'autant plus pernicieux. Vous venez de parler du mot grossophobie qui est entré dans le dictionnaire. C'est extrêmement important qu'il y ait des mots pour le dire, parce que s'il n'y a pas de mots, c'est comme si le phénomène n'existait pas. Une fois que le mot existe, eh bien, on arrive mieux à le penser. Et nous avons par rapport à nous-mêmes une attitude grossophobe en permanence, parce que nous avons totalement introjecter le fait que notre physionomie doit correspondre à une certaine norme. Et c'est ça qui pose réellement la question des diktats dont nous n'avons pas encore conscience. Et il s'agit d'en prendre conscience pour ensuite se situer par rapport à eux. On en parlera un peu plus longuement tout à l'heure. Mais donc vous êtes auteur du livre Obésité, le poids des mots, les mots du poids. Aussi de comprendre l'obésité, une question de personne, un problème de société, paru chez Albin Michel, mais aussi, et c'est surtout pour cet ouvrage que je vous ai invité, de la femme qui voit de l'autre côté du miroir aux éditions Erol, coécrit avec la journaliste Daphné Leportois, qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Malheureusement, oui. Donc le roman parle de Lucie, une jeune femme, prof de 25 ans, qui décide pour son anniversaire de se faire opérer pour perdre du poids. Est-ce que vous pouvez nous dire comment se passe cette opération et surtout, quel est le terme exact ? J'entends parfois bypass, par exemple. Je ne sais pas si c'est exactement le terme qui doit être utilisé. Pour la dernière partie de cette question, il y a plusieurs types de chirurgie de l'obésité. Donc le bypass existe effectivement. C'est peut-être l'opération la plus importante, la plus conséquente, réservée aux personnes qui ont un très 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 fort IMC, qui sont en obésité morbide et le mot indique que c'est très très grave. Il y a d'autres types de chirurgie qui sont seulement restrictive, alors que le bypass favorise une malabsorption parce qu'on a coupé un bout d'intestin et c'est pour ça qu'on absorbe moins et plus mal et il faudra des compléments alimentaires à vie, etc. Les deux autres types d'opérations, c'est l'anneau gastrique qui a une efficacité comme un peu un sablier, donc les aliments passent tout doucement et ça donne une sensation de satiété. Et par ailleurs, les sleeves, donc les sleeves, ça consiste à couper l'estomac tout du long et à laisser quelque chose qui est aussi large que 2 doigts, genre un stabilo, quoi. Donc, vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui réduit tellement l'estomac que, de nouveau, il y aura une satiété très rapide. Et à cause de cette satiété, eh bien, les personnes vont manger très, très peu et vont perdre du poids. Voilà, c'est 3 types de chirurgie. Après, il y a des variantes au sein de ces différentes chirurgies, mais c'est ça le principe.
Oui, donc ce roman qui a été coécrit l'année dernière avec Daphné Leportois a pour objectif de toucher un très grand public, celui qui ne lit pas les essais que vous avez cités préalablement écrits. Pourquoi aller vers le très grand public ? Parce que ce très grand public est concerné par des problèmes de poids, soit se fait des complexes avec un poids trop important, soit réellement veut entamer une chirurgie de l'obésité, etc. C'est le premier roman qui a pour sujet principal la chirurgie de l'obésité. Oui, c'est ce que je me disais, j'ai l'impression de... Alors, j'ai pas lu tous les livres du monde, mais j'ai l'impression que c'est très rare. C'est le premier. Ouais, voilà, c'est le premier roman qui a jamais comme parler de sujet corps. Central la chirurgie de l'obésité, alors que 500 000 personnes en France ont subi cette opération depuis une vingtaine d'années. 500 000, un demi-million de personnes. Chaque année, 60 000 personnes font une chirurgie de l'obésité. Donc, vous voyez, c'est énormément de gens. Donc, c'est indispensable, à notre avis, d'apporter des informations et des connaissances sérieuses à tout ce public qui n'aura pas forcément envie de lire des essais. Et aller vers un roman avec une histoire, des aventures, etc., mais nourri de données réelles, sérieuses et pas fantasmatiques. Et donc, du coup, on a coécrit parce qu'il fallait bien être à quatre mains pour réussir une vulgarisation intéressante qui soit en même temps très feel-good, qui n'ait pas l'air de donner des leçons. Vous voyez, c'était ça notre objectif. Oui, il y a un côté un peu film voilà, good, c'est exactement quand on lit le roman qui se lit très facilement et on apprend plein de choses. Exactement. Dans le livre, Lucie ne pèse que 90 kilos, mais veut quand même se faire opérer puisqu'elle a l'impression que plus rien ne marche sur elle pour perdre du poids. Alors j'insiste sur le « que », puisque ça ne me paraît ni excessif, ni mortel selon des normes médicales. Peut-être que je me trompe, mais est-ce que vous recevez beaucoup de patients qui sont dans son cas ? Oui, énormément de patients qui n'ont pas un poids absolument énorme qui ferait de l'obésité morbide, mais qui sont tout de même en obésité. Bon, le calcul de l'IMC, je le reprends pas ici, franchement, c'est le rapport entre la taille et le poids. Bon, ok. Et vous dites souvent qu'il a baissé en plus. Exactement. Il a baissé parce que des normes américaines ont fait en une nuit que à partir d'un IMC de 27 autrefois, eh bien désormais en IMC de 25, nous sommes en surpoids. Et c'est là où il y a un vrai problème, c'est que les normes ayant baissé, le rapport aux normes également s'est modifié et on se supporte de moins en moins avec quelques kilos de trop, des bourrelets, etc. D'ailleurs, nous sommes à la saison du bikini. Nous allons préparer la plage, comme si pour aller à la plage, il ne suffisait pas d'avoir un corps et une plage. Non, il faut se conformer à quelque chose qu'on a en tête et il nous faut rentrer dans un bikini et non pas prendre le plaisir de mettre n'importe quel maillot de bain pour aller se tremper si on aime ça. Donc vous voyez, c'est là où il y a un problème, parce qu'avec ces 90 kilos, Lucie, à 25 ans, a déjà fait énormément de régime parce que depuis toute petite, elle entend dire qu'elle n'a pas le corps qu'il faut. Donc, elle s'est construit quelque chose qui est dramatique, alors que, au niveau de sa santé, ça ne l'est pas. Alors qu'on verra dans le bouquin, quand elle regarde des photos de quand elle était plus petite, plus jeune, des photos de classe, elle voit bien qu'elle a une petite bouille, mais les autres aussi ont une petite bouille. Et il n'y avait peut-être pas besoin de se prendre autant la tête et de se fabriquer un problème à ce point. Donc avec ces 90 kilos, oui, je reçois beaucoup de gens qui ont des motivations personnelles de mal-être, de complexe, en raison de l'excès de poids. N'est-ce que pour l'excès de poids? Moi, j'en doute. Et c'est pour ça qu'en permanence, on va essayer de faire s'interroger des gens sur qui ils sont et non pas simplement combien ils pèsent. Parce que peut-être que parfois le poids, il a bon dos pour se trouver mal dans sa peau et on préfère se dire c'est parce que je suis trop grosse
que, je sais pas quoi, mes relations d'amour, ça fonctionne pas. C'est parce que je suis trop grosse que j'ai tout le temps des soucis avec les uns et les autres. Et finalement, au bout d'un moment, le fait d'être si mal dans sa peau fait que les rapports peuvent se tendre avec les uns et les autres. Et qui va éveiller le désir? Est-ce que c'est vraiment seulement les kilos ou le fait de sembler bien dans sa peau? Vous voyez, toutes ces questions sont très, très importantes. Lorsqu'on a, comme Lucie, la conviction que c'est à cause d'eux, eh bien, ça complique énormément l'approche de soi-même. Et c'est sans doute pour cela que dans un process comme la chirurgie de l'obésité, où il est obligatoire de voir un psychologue, psychiatre, quelque chose, c'est très essentiel d'avoir quelqu'un qui s'intéresse à vous, et pas à vos kilos, et pas à vos pathologies psychiatriques, mais à vous, sur la façon dont vous vivez, sur la façon dont vous avez ainsi un rapport à vous qui peut être amélioré avant même de couper l'estomac. Et quel est le type de personnes que vous recevez le plus souvent? Des femmes, des hommes? Quelle est la tranche d'âge à peu près? Alors, il y a plus de femmes qui viennent parce que les diktats sur les corps des femmes sont plus importants. Il y a plus de femmes plus jeunes qui se font opérer. Les hommes viennent plus tard parce que ça va être pour des raisons de santé. Chez les femmes, l'esthétique va anticiper les raisons de santé. La moyenne d'âge des femmes d'opération, c'est 44 ans. Chez les hommes, ils sont un peu plus âgés. Il y a parmi les personnes en obésité un seul point commun, l'IMC. Sinon, ce sont des personnes avec des vies, avec des rapports à eux-mêmes, il faut les ramener totalement et que même dans leur tête se pensent totalement comme des personnes et pas simplement comme des gens ayant un excès de poids. Et ça, quand on fait des réunions avec des personnes en obésité dans des cadres hospitaliers, par exemple. Il y a une réunion d'ailleurs à la fin, vers la fin du livre, voilà. Dans le bouquin. Eh bien, on voit bien que chaque personne a une histoire. Et on ne va plus parler de poids, de comorbidité, comme disent les médecins. Non, on va parler des gens, de ce qui s'est passé dans leur vie, d'éventuelles raisons qui ont fait que des kilos se sont accumulés. Et c'est de cela dont il est essentiel de parler, de remettre, c'est une des caractéristiques que d'avoir de l'excès de poids, comme d'autres caractéristiques sont la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, etc. C'est une des caractéristiques, ce n'est pas la seule. Personne ne se réduit à une seule de ces caractéristiques. Donc nous voulons insister sur ceci pour toutes les personnes qui vivent mal d'avoir un excès de poids ou autre chose, puisque ce livre peut se lire parce qu'il parle du diktat des apparences, il parle de ce qui se voit dans un miroir et ce qui est à aller chercher derrière, parce que le miroir, il réfléchit souvent très mal, et donc la façon dont il renvoie une apparence déplaît assez souvent, et c'est cette façon d'être en déliquescence avec soi-même qui est à aborder selon les raisons pour lesquelles on se sent mal. Vous écriviez en juillet 2018, donc avec Daphné Leportois, dans le HuffPost, que nos problèmes de poids pouvaient venir de notre famille. Donc c'est le cas de Lucie, par exemple, dans le livre. C'est aussi le cas de Gabriel Dédier, qui l'expliquait bien dans ce micro même. Est-ce que c'est un cas de figure récurrent chez vos patients qui désirent perdre du poids? Bien sûr, le poids de l'enfance est là chez tout le monde, donc chez également les patients qui souhaitent perdre du poids. Vous savez que les mots dits, les mots prononcés ont une influence énorme sur la construction de qui que ce soit. Et donc, c'est ça qui est derrière le miroir. Qu'est-ce qu'il y a à aller chercher derrière le miroir? C'est ce qui a été dit sur nous-mêmes, qu'on a pensé comme étant nous-mêmes. Comment on se constitue tous les uns et les autres? Eh bien, c'est comme cela. C'est par le regard de l'autre que notre image, on se l'approprie. C'est ça le stade du miroir. C'est les mots des autres qui font qu'on y entend et on y lit quelque chose nous concernant. Ah, que tu es jolie, ma chérie, etc. C'est pas du tout la même chose que écoute, tu pourrais faire un effort quand même. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça. On a ainsi totalement engrammé au fond de nos tripes quelque chose qui nous dépasse. Et on croit que c'est nous. Alors que ce sont les mots prononcés, les mots dits, qui parfois sont vraiment terribles à porter, qui sont
les raisons pour lesquelles nous avons ainsi un rapport à nous-mêmes qui ne dépend pas de ce qu'on voit. On peut être n'importe comment et se trouver moche ou belle. On peut être n'importe comment et avoir un regard sur soi, positif ou négatif. C'est pas vraiment ce que les autres voient qui compte. Il y a une caricature très très célèbre avec, c'est une psyché, c'est un miroir en pied, et on voit de dos une fille très très maigre par exemple, et sur le miroir, elle se voit extrêmement forte. Eh bien, c'est parce que dans sa tête, elle a toujours une image d'elle comme étant très très grosse. C'est pour ça qu'elles deviennent anorexiques certaines. D'autres, qui sont de dos vraiment avec des fesses volumineuses, eh bien, on voit le miroir, elle se voit très mince. C'est ainsi qu'on ne se voit jamais tel qu'on est. Mais c'est la différence entre la réalité et l'image de nos têtes qui est la plus importante parce que nos comportements vont dépendre de tout cela. Et les parents, comment ils peuvent justement aider leurs enfants à se sentir mieux dans leur peau, à être moins dans le reproche, dans les commentaires un peu désobligeants? Super compliqué de répondre à cette brève question. Parce que certains parents veulent bien faire, mais ils projettent sur l'enfant quelque chose. Selon votre propre histoire avec votre physique, votre propre histoire avec le poids, votre propre histoire, vous allez projeter quelque chose sur l'enfant. Quand on dit « fais attention », ce n'est pas forcément une bonne remarque. Si on est extrêmement obsédé par sa propre image, quelque chose va se transmettre et être extrêmement angoissant. Or, dans notre société, tout est fait pour nous angoisser. C'est obsessionnel. Je parlais tout à l'heure du bikini, de vraiment, attention pour aller à la plage, etc. Il faut que je me prépare. C'est le marronnier des magazines de printemps. Donc du coup, vous voyez, la façon dont vous allez vous occuper de votre petite fille essentiellement va être colorée par tout cela. Or, cette petite fille, elle peut avoir, vous savez, bonbon. C'est pas mauvais, ça s'entend. Elle peut avoir envie d'un bonbon parce que la journée, elle a juste été difficile à l'école. Et donc, du coup, un peu de bonbon, un peu de ça qui est si bon, eh bien, ça peut lui faire du bien. Si tout de suite, on lui dit « Ah, mais au secours, tu vas grossir », ouh là là, comme ça va être compliqué. Mais dans certaines familles, c'est tout à fait autre chose. On se réunit autour de la table, le seul bon moment, c'est autour de la table. Et donc, du coup, ça va être compliqué dans ces familles-là de mettre l'alimentation à sa juste place. Donc, je ne peux pas répondre d'une façon caricaturale et brève. Ça dépend des cas, ça dépend des histoires, ça dépend des gens. L'une des questions que je me pose, c'est sur le rôle de la psychanalyse dans les problèmes liés au poids. Donc vous disiez dans un autre article paru sur le HuffPost, la psychanalyse, cet outil très souvent oublié dans la lutte contre l'obésité, c'était le titre. Je cite, « Qu'en écoutant le sujet, en rendant audibles les ambivalences, le trajet psychanalytique des patients leur permet de comprendre des comportements pas toujours rationnels à première vue, lorsque l'on ne regarde que le miroir. » Quelle est votre approche en tant que psychanalyste ? En tant que psychanalyste, je m'occupe toujours de la personne. Je m'occupe de l'être. Et donc, pas simplement des raisons pour lesquelles une personne vient, sonne à ma porte, de sa demande, de son symptôme. Si une personne me dit qu'elle veut perdre du poids, que c'est vraiment insupportable comme machin, bon, ok, mais qui êtes-vous ? On va d'abord parler de vous. Par moment, il y a été nécessaire de s'enrober. Et je prends des cas réels d'environ un tiers de personnes qui ont vécu des violences, et beaucoup plus de femmes que d'hommes. Des violences durant l'enfance, des violences pendant l'adolescence, des violences physiques, sexuelles. S'enrober, ne plus correspondre aux images des abribus des femmes, de ce modèle morphologique extrêmement. Eh bien, c'était
une solution avant que ça devienne un problème. Il est illusoire de vouloir résoudre la solution de l'excès de poids si on n'est pas remonté avant sur les raisons pour lesquelles il y avait eu prise de poids. Ce serait une violence supplémentaire. Moi, je me refuse d'y participer. Ce qui est mon job, c'est d'amener des gens à renouer des liens qui n'ont pas été tout à fait liés dans la tête ou jamais verbalisés à quelqu'un, pour que ça cesse d'être aussi lourd à porter et les libérer d'une certaine façon. Pour moi, la psychanalyse, plus que soigner, ça sauve. Et parce que ça sauve l'être, il y a le trajet d'une personne qui peut reconsidérer les raisons pour lesquelles elle a envie de compenser avec de la nourriture. Pourquoi ? Quand ça va pas, c'est le frigo. Pourquoi quand ça va bien, c'est le placard. Pourquoi ça va pas ou ça va bien, de toute manière, la nourriture est la réponse. Alors vous me direz, est-ce que toutes les personnes qui sont en obésité ont un rapport excessif à la nourriture ? Pas forcément toutes, mais quand même souvent. Mais c'est pas culpabilisateur, c'est comme ça. Comment on fait pour répondre autrement aux vicissitudes de l'existence ? Vous voyez, tout ça, c'est vraiment extrêmement important. Alors moi, je suis psychanalyste, ça veut dire que je m'occupe pas de cette psychologie comportementale. Ça ne m'intéresse pas de dire aux gens « Ah bah vous allez mal, prenez qu'un seul carré de chocolat », parce que je sais que ce n'est pas possible. Les raisons inconscientes sont très très enfouies. On a parlé de ce qui a pu se passer dans l'enfance, des raisons pour lesquelles on s'est protégé. Donc tout cela, il faut que ça remonte à la surface afin qu'on puisse laisser ça de côté et choisir ou pas de perdre du poids. Voilà, il y a des gens qui vont dire finalement, je suis pas encore prête à perdre du poids. Dans les chirurgies de l'obésité, il y a 40% d'échecs. C'est énorme. Ces échecs, normalement, avec ce type de technique, il ne devrait pas y en avoir, ou je sais pas quoi, 5%, quelque chose d'exceptionnel. Mais des échecs, donc au départ, la personne a perdu du poids et a repris, ou même pas ? Voilà, il y a des deux. Il y a des personnes qui ont perdu, c'était trop difficile d'être mince, ont repris. Il y a des personnes qui n'ont jamais réussi à perdre, parce que quitter le comportement avec la nourriture, c'était pas possible, parce qu'on fait pas une lobotomie, on reste la même personne. Et c'est pour toutes ces raisons-là qu'une personne va se faire opérer, pas un estomac. Or, ça, on n'est pas là-dedans. Donc, il y a besoin, pour la plupart des gens, d'être entendu. Déjà, de s'écouter soi-même, de faire des liens. Et c'est vraiment les raisons pour lesquelles, en tant que psychanalyste, et on est très peu de psychanalystes à s'occuper de l'obésité, je trouve indispensable de creuser avec les personnes, pas pour elles, mais avec, ce qu'il en est d'elles-mêmes, et pas simplement de leur excès de poids. On le fait avec les anorexiques, vous voyez, c'est quand même vraiment dommage, alors qu'il y a tant de personnes en obésité, qu'on ne s'intéresse pas à tout ça. Ce n'est pas que une raison psychique, mais il y a des raisons psychiques. Donc, que ce soit beaucoup plus transversal, c'est indispensable. Il y aurait moins de personnes qui en souffrent. Et en général, vos séances ou votre rapport avec les patients, qu'est-ce que ça fait ressortir chez eux ? Beaucoup de détresse, plutôt du bonheur, une révélation, tout ça. Tout ça à la fois. On passe par les phases Kleenex. Oui, bien sûr. Il y a des malheurs à déverser. Et puis, on aboutit à quelque chose qui est, allez, la vie, ça vaut peut-être la peine d'être vécu, et auquel cas, comment je fais avec ma propre histoire, comment je dépasse des choses, mais ça prend le temps que ça prend, parce qu'on n'a pas tous les mêmes bagages. Donc, voilà, j'ai soudain Virginie Despentes dans la tête avec le viol, vous voyez. On a des réactions très différentes, et c'est essentiel de penser que les personnes en obésité sont des personnes. Donc, elles vont avoir des réactions extrêmement diverses. Il y en a qui vont être dans une colère permanente, d'autres pas. Il y en a qui vont régler des choses d'une façon, d'autres pas. Moi, je suis pas directrice de pensée. Chacune va trouver sa méthode parce que on a des personnalités. C'est essentiel de le trouver. Voilà, c'est ça le plus important dans une démarche psychanalytique, quelle qu'elle soit, y compris avec des personnes en obésité.
personnalité. Je dis jamais des obèses, vous voyez. Je parle pas de l'adjectif. C'est pas un substantif non plus. C'est une des caractéristiques des personnes. On évoquait ensemble au téléphone pour préparer l'émission votre nouveau sujet de recherche qui porte sur les grossophobiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Volontiers. Les grossophobiques, ce sont des personnes qui sont phobiques avec les gros, qui ont un problème avec les gros. Phobique, ça veut dire avoir peur, avoir terreur de quelque chose. C'est eux qui ont un problème. Et donc, nous sommes tous grossophobes. C'est exactement ce que j'allais vous poser ensuite. Tous grossophobes dans notre société, parce que, comme on l'a dit, les dictats qui sont sur tout le monde et le formatage absolument terrible. Mais nous ne sommes pas obligés d'être grossophobiques. Nous ne sommes pas obligés de faire des réflexions désagréables. Nous ne sommes pas obligés de regarder d'un mauvais regard. Personne ne vous oblige à aimer les gros. C'est votre problème. Vous faites comme vous voulez. La seule chose qui devrait être impérative, c'est le respect. Vous n'aimez pas les gens aux yeux bleus, c'est votre problème. En revanche, vous n'avez pas à leur dire des choses très négatives. Eh bien, les grossophobiques ont un problème à régler avec leur terreur de devenir gros. Et d'ailleurs, il y a dans notre bouquin, quelque part, vers la fin, on dit « mais il y a quelque chose qui concerne uniquement ce public qui regarde mal, qui fait des caricatures, ce public qui, dès l'école, traite de grosses vaches, d'hippopotames, etc. » Vous voyez, c'est là où il y a un problème. Que nous soyons grossophobes, ok, et nous allons militer dans une société pour que ça cesse, que tous les modèles de corps soient respectés, respectables, et qu'on voit des belles femmes, des beaux hommes, machin, de toutes les couleurs et de tous les volumes, on s'en fout. Mais en revanche, grossophobique, c'est un racisme. C'est quelque chose qui condamne quelqu'un en raison d'une apparence. Et ça, c'est inadmissible. Mais est-ce qu'on ne serait pas grossophobique aussi envers nous-mêmes ? Puisque, enfin, alors moi, si je parle de mon expérience personnelle, j'ai tout le temps l'impression d'être dans cette ambivalence de à la fois défendre tous les types de corps, notamment à travers ce podcast et dans mon travail, et en même temps ne pas m'autoriser à dépasser mon poids maximal. Aller à la plage pour le bikini. Enfin, en gros, dès que je suis au bord d'avoir peut-être trop grossi ou de me rapprocher d'un poids que je ne veux pas atteindre, hop, je refais attention. Et du coup, j'ai l'impression de ne pas être toute seule, qu'on est plein dans ce cas-là. Et pourtant, je ne me considère pas comme grossophobe jusqu'au point d'aller discriminer Alors, vous n'êtes peut-être pas toute seule dans votre tête. Il y a peut-être une femme qui, en regardant le miroir, est grossophobique et se dit « Qu'est-ce que t'es moche, ma pauvre fille, regarde-toi, tu peux pas aller à la plage avec ce bourrelet. » Là, vous êtes grossophobique. En revanche, je disais, nous sommes tous et toutes grossophobes quand on se dit « Ah, mon poids de forme, il est temps, ma taille de pantalon, elle est temps, et il faut faire gaffe parce que je vais, voilà. » Moi, voilà la nuance. Je ne témoigne pas pour moi, je ne milite pas pour moi, je ne suis pas en obésité. Vous voyez ? Mais en revanche, il y a de la phobie. Quand on se regarde dans le miroir et qu'on se dit « Tu ne peux pas aller, ma pauvre fille, à la plage dans cet état-là. » Et on n'est pas dans ce cas-là, quand on est simplement dans « Oh, j'aimerais pas dépasser tel poids, ça m'embêterait. » Vous voyez ? Et c'est cette nuance extrêmement importante. Le diable est dans les détails. Eh bien, il est là, le diable. Et moi, mon travail actuel, c'est effectivement sur les grossophobiques, pour que l'immense population s'interroge sur « mais pourquoi je suis à ce point allergique à une personne qui serait trop volumineuse à mon goût ?» Je peux ne pas l'aimer, je peux ne pas la désirer sexuellement, c'est mon problème. Je suis pas obligée de lui faire ressentir que franchement, vu comment elle est foutue, il n'y a aucun espoir. Vous voyez, c'est là le pas à ne pas franchir et à s'interroger, nous, dans nos têtes, par rapport à nous-mêmes. Parce que vous avez tout à fait raison, on entame des régimes à tout bout de champ parce que on n'aime pas, on n'a pas envie de. Mais la phobie, c'est plus grave, c'est autre chose. Et comment on soigne ça ?
Alors, j'imagine que ça nécessite une réponse bien plus longue que ce qu'on peut faire là. Mais est-ce que vous avez des pistes, en tout cas? Quelles sont les pistes que vous voyez en ce moment dans vos recherches? Par exemple, lorsque l'année dernière, dans le dictionnaire grossophobie, est rentré comme un mot pour le dire, voilà, ça c'est un moyen de soigner. Avoir les mots pour dire, c'est déjà faire exister quelque chose et ne pas s'interroger sur un phénomène. Pour le moment, on ne parle que de grossophobe. Le passage à grossophobique montre qu'il y a phobie, qu'il y a terreur. Donc déjà, la première réponse, elle est sociale, globale, culturelle, dans les médias. Ce que nous sommes en train de faire, de parler de phobie du gros, introjecté parfois et projeté d'autres fois. Ça, c'est déjà une première étape. La deuxième étape, quand on prend conscience, exactement comme en psychanalyse, quand on commence à rendre conscient quelque chose qui n'était qu'inconscient, on peut le traiter. Et on va le traiter de différentes façons. Certaines personnes vont arrêter d'embêter leur petite fille parce que la petite fille, elle est juste un peu joufflue et qu'on verra bien ultérieurement, etc. Et que peut-être ça peut se régler sans en faire tout un plat et justement servir des plats qui seront juste un petit peu plus équilibrés ou quelque chose comme ça. Moins on en fera tout un plat, plus les personnes se sentiront bien dans leur peau et moins elles iront vers les régimes qui sont responsables de fabrication d'obésité. Donc, vous voyez, c'est tout ça, grâce à la prise de conscience, comment on va lutter ensuite au cas par cas après l'avoir fait socialement. Ce qu'on comprend dans beaucoup de récits sur le poids, donc racontés par les personnes qui le vivent ou l'ont vécu, c'est que leur obsession et même leur prise de poids conséquente a vraiment commencé en faisant des régimes. Mais pourquoi le processus de se priver donne finalement un résultat totalement opposé? Alors, c'est vraiment très simple. Vous voyez, j'ai amené un livre qui date de 2007 et qui, en 4e de couve, disait... il est demandé de commencer par la faim, FIN, se mettre au régime. Or, privation entraîne frustration et à terme transgression. C'est le trépied. Dès que vous allez dans quelque chose qui va vous priver, le régime vous prive d'un mode alimentaire habituel qui est le vôtre, ça va entraîner de la frustration. Et cette frustration, à terme, et relativement vite, va entraîner de la transgression. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Autre chose. Ce changement de mode de vie qui est, bon, si je trouve que je dois m'inquiéter parce que ça ne me plaît pas ou parce que j'ai de très mauvaises analyses de sang, etc., je vais changer de mode alimentaire progressivement et non pas, allez, 1er janvier, je me mets au régime et donc je vais me priver de tout un tas de trucs qui d'habitude me faisaient plaisir et surtout servait à quelque chose, comme je l'ai dit précédemment. Donc, on ne peut pas se priver innocemment. Ça ne va pas durer. Il faut résoudre les raisons pour lesquelles on avait besoin de bonbons. Il y a un défilé littéraire le 19 mai prochain à la librairie Chan. Alors, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, mais oui. Bon, Chan, autour de votre roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, un défilé littéraire militant. Ce défilé littéraire autour de notre roman est co-organisé avec Cosmo Plus, qui est une association de personnes en excès de poids, de toutes origines, qui sont des personnes radieuses et qui, il y a des stylistes parmi elles, et qui créent des nouveaux vêtements de toutes les couleurs adaptés au corps, divers et variés. Et Chan est une librairie en haut du boulevard Montparnasse, de l'autre côté de la gare. Enfin, bon. On mettra les infos de toute façon. Et donc, Chan, nous allons faire quelque chose à la fois avec les mots écrits de notre bouquin et ces femmes qui vont défiler avec des belles tenues et lire le livre à la main, des petits extraits pour montrer quelque chose par rapport au corps, par rapport à la difficulté d'être dans ces corps, par rapport à la difficulté de se trouver belle, de trouver des beaux vêtements, et tatati et tatata. Voilà. Et nous avons la grande chance que Hélène Bidard, qui est adjointe à la maire de Paris et qui
faisait partie des personnes qui ont introduit le mot grossophobie dans le dictionnaire et qui est adjointe donc égalité femmes-hommes, lutte contre les discriminations et également contre la grossophobie. Et accepté de marrainer cet événement et sera là, présente, et lira elle-même quelques extraits afin de montrer qu'il y a dans le rapport à soi-même, quelque chose qui peut être dépassé dès qu'on nomme toutes ces difficultés, puisque dans ce livre, eh bien, il y a des gens qui font part de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont enduré, des modèles de la poupée Barbie qui complexent les petites filles, parce que de toute manière, les petites filles qui jouent à Barbie ne sont jamais comme Barbie. Elles n'ont pas de la poitrine, elles ne sont pas grandes comme cette poupée-là. Donc, vous voyez, il y a quelque chose qui, de toute manière, va nous poser problème ultérieurement, surtout que les fillettes commencent à jouer à partir de 4 ans à Barbie. Alors, au secours, vous voyez, il y a quelque chose de dramatique de comment les fillettes ont compris qu'il fallait être comme cette poupée pour être jolie. Enfin, voilà, donc on a besoin de prendre conscience de tout ça, et puis ne plus offrir ce type de poupée mannequin. Pour finir, est-ce que vous auriez des recommandations d'ouvrages à lire pour mieux comprendre les mécanismes autour du poids, des troubles alimentaires et potentiellement de l'obésité ? Alors évidemment, vous savez, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Vous savez ce que je vais faire ? Je vais reprendre les titres que vous aviez énoncés. Et donc, je vais vous dire qu'avant ce roman, qui donc est très grand public, j'ai écrit des essais qui sont toujours très pertinents au jour d'aujourd'hui. Et pour creuser tout cela, je ne peux que renvoyer à ce qui m'a paru indispensable à communiquer. Donc, dans Comprendre l'obésité, il y a des sous-titres. Il y a un sous-titre, c'est une question de personne, donc l'approche psy, et un problème de société, donc le problème de notre société, qu'il soit à la fois avec les médias, les pubs incessantes. Vous êtes en train de regarder un film, on vous rappelle que vous auriez peut-être envie d'aller manger. Ben voilà, vous voyez, ça crée tout ça, des envies. Et puis l'agroalimentaire, enfin voilà. Et puis le premier essai qui date donc de 2007, obésité au pluriel, parce qu'il y a plusieurs types d'obésité, le poids des mots et les mots du poids. Et dans ce bouquin, je travaille beaucoup sur l'addiction, je travaille beaucoup sur la dépendance, parce que nous sommes tous des êtres dépendants. On vient au monde incapable de vivre si personne ne s'occupe de nous. Et ça, tout nourrisson a besoin de quelqu'un pour lui donner à manger, à boire, le tenir propre. Il a chaud, lui enlever. Il a froid, lui mettre un vêtement. Donc voilà. Et on a au fond de nous-mêmes quelque chose avec la dépendance extrêmement inscrit. Il s'agit de s'en distancier pour se rendre compte qu'on ne va pas mourir quand on est adulte, ou même grand à 7 ans déjà, qu'on est capable de supporter une certaine frustration, qu'on n'a pas toujours besoin de remplir en fonction de nos désirs, que nos désirs, c'est une projection sur quelque chose ou quelqu'un de qualité qu'il ne possède pas, mais dont on a besoin. Et ça, voilà, donc je l'explique si bien dans ce livre que je ne peux que donner envie d'y retourner, parce que au fur et à mesure de ces bouquins, on arrive à mieux comprendre, se comprendre et travailler avec des gens si on est dans ce milieu, ou déculpabiliser des gens autour de nous, ou nous-mêmes, avec parfois ces envies qui nous dépassent et qu'on ne comprend pas du tout. Et là, c'est par rapport à la nourriture, mais ça peut être par rapport à d'autres objets de consommation ou quelqu'un. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. C'était l'épisode 16 de Miroir Miroir. Merci de nous avoir écoutés, mais aussi pour tous les retours et le soutien que vous m'envoyez toutes les 2 semaines. Cet épisode a été réalisé par Solène Moulin. Merci. Pour les rattrapages, vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur binge.audio et les plateformes de streaming audio. Et si vous aimez ce podcast, laissez plein d'étoiles et des mots sympas sur iTunes. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines. Binge.